Le problème avec le scandale, c'est que l'on a beau chercher à l'étouffer, il finit toujours par ressurgir, là où on ne l'attend pas. En l'occurrence, pour Donald Trump, la tempête est venue de l'autre côté de l'Atlantique. À Londres, en ce jour de mars 2018 souffle un vent de colère. Sur toutes les lèvres, les mêmes mots, les mêmes critiques. C'est très choquant. Et ça me donne envie de ne plus jamais retourner sur Facebook. C'est un vrai gâchis. C'est écœurant. Moi, j'ai supprimé Facebook. What is being uncovered now is one of the most shocking scandals in American history. Facebook, le plus grand réseau social au monde, est au centre d'une violente polémique. Accusé de ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles de ses utilisateurs, il est depuis plusieurs jours sous le feu des critiques. Un mouvement appelant carrément à le supprimer a même été lancé, relayé par de nombreuses personnalités à travers le monde. Mark Zuckerberg, son fondateur, pourtant avare d'interventions médiatiques, a été obligé de s'exprimer, pire, de s'excuser. What happened? What went wrong? So this was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data. Selon son propre aveu, 87 millions de profils et leurs données personnelles ont été récupérés. Et le plus grave, ces informations ont été utilisées à des fins politiques par une société anglaise spécialisée dans l'influence, dénommée Cambridge Analytica. En utilisant les données Facebook de millions d'Américains, elle aurait contribué à faire élire Donald Trump à la tête des États-Unis. De quoi nourrir l'inquiétude de nombreux citoyens et utilisateurs des réseaux sociaux. Voilà pourquoi les propos d'un homme sont particulièrement attendus ce soir dans la capitale britannique. Car celui qui a révélé toute cette histoire donne une conférence au prestigieux club de la presse londonienne, le Frontline. Des médias du monde entier ont fait le déplacement. On se bouscule pour les places du premier rang. Tout le monde attend celui par qui le scandale arrive. C'est lui là, avec son piercing et ses cheveux roses. Il s'appelle Christopher Wylie. 28 ans, autodidacte. Ce petit génie de l'informatique ne travaillait pas pour le réseau social. Et si vous vous mettiez là? Il était employé par une entreprise méconnue du grand public, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, c'est la société qui a récupéré à leur insu les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Wylie était au cœur de cette opération. Rien ne lui a échappé des pratiques opaques de son ex-employeur. Écœuré, il a décidé de briser le silence et de devenir lanceur d'alerte quand il a compris le rôle que la société aurait joué dans l'élection de Trump. Ce n'est qu'avec l'élection de 2016 que j'ai commencé à me rendre compte des conséquences de ce que j'avais contribué à mettre en place. Trump a été élu en novembre et quelques mois plus tard, j'ai fourni les informations au Guardian. Christopher Wylie ne se contente pas de mettre en cause Cambridge Analytica, il charge aussi Facebook. Facebook est un fantastique outil de communication, mais il peut aussi avoir une influence sur notre démocratie et sur le vote des électeurs. Les données numériques sont la nouvelle énergie de notre économie et de notre société. Les gens communiquent et échangent via les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément mauvais en soi, mais il me semble que ces plateformes ne doivent pas échapper à tout contrôle. Avec ces révélations, la vie de Christopher Wylie a basculé.
Ça fait un peu peur, c'est sûr. Mais c'est trop important pour que je me taise. Et il n'en a pas fini. Le lendemain, il doit à nouveau témoigner. À Westminster, le Parlement britannique, les députés prennent le scandale très au sérieux, car Cambridge Analytica est une entreprise anglaise. Une commission parlementaire souhaite entendre longuement Christopher Wylie sur ses révélations. Elle est présidée par un député conservateur, Damian Collins. Au nom de la Commission, je souhaite la bienvenue à Christopher Wylie et Paul-Olivier Dehaye. Pendant plus de 4 heures, les députés vont mitrailler de questions le lanceur d'alerte. Quels actes ont été commis en dehors de la légalité? Ils veulent comprendre comment Cambridge Analytica a pu utiliser des données Facebook dans la campagne Trump, ce que la société nie formellement avoir fait. Dire que Cambridge Analytica n'a jamais utilisé de données Facebook est absolument faux. C'est absolument faux. Le jeu de données Facebook, récupéré via l'application d'Alexander Kogan, constituait les fondations de l'entreprise. Ce sont ces données qui ont permis de développer les algorithmes. Cambridge Analytica a investi au moins $1 million dans ce projet de récupération de données. Vous dites que l'élection de Donald Trump a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait de vous un lanceur d'alerte. Ça m'a fait l'effet d'un révélateur. Ce n'était plus une petite entreprise discrète, opérant sur un segment de niche, mais une entreprise qui soudain avait un impact énorme sur le monde. Il faut un certain temps pour se rendre compte de ce que l'on a créé et des conséquences de ses actes. Je m'en veux énormément d'avoir contribué à mettre tout cela en place, et je suis le premier à dire que j'aurais dû être plus vigilant. Après l'audition, nous allons retrouver le président de la commission, Damian Collins. Pour lui, le témoignage de Christopher Wylie est très inquiétant, car ces données Facebook pourraient être utilisées pour influencer les citoyens lors de campagnes électorales. Si nous sommes inquiets, c'est que c'est devenu un outil très puissant et très sophistiqué pour influencer l'opinion publique. Si on peut utiliser des outils comme Facebook pour toucher les citoyens de façon plus efficace, cela peut influer énormément sur le vote. Vous savez, les réseaux sociaux ne sont pas utilisés que par les jeunes, mais de plus en plus par des gens de tous âges. C'est donc un outil de plus en plus puissant. Il suffit d'un clic pour atteindre une audience énorme grâce à un site comme Facebook. Les députés britanniques, comme les journalistes du monde entier, commencent à comprendre comment une petite société anglaise est devenue l'un des maillons cachés de la victoire de Trump en 2016. Un rouage d'une extraordinaire entreprise de manipulation qui trouve son origine dans le soutien apporté aux candidats par un réseau ultra puissant. Un clan qui cherche dans l'ombre à imposer à l'Amérique ses idées réactionnaires. I know that corruption has reached a level like never ever before in our country. « 8383 Wilshire Boulevard, une adresse chic de Los Angeles. Cet immeuble anonyme symbolise la mainmise d'un milliardaire sur la campagne de Donald Trump. Derrière ces fenêtres, dans l'appartement numéro 1000, sont établies plusieurs entreprises qu'apparemment rien ne rapproche. La première, c'est Breitbart News, le site internet spécialisé dans les fake news qui roule pour Trump. La deuxième s'appelle Glittering Steel. C'est une petite société de production audiovisuelle. Ces entreprises ont un point commun. Elles sont liées à un homme dont le grand public n'a jamais entendu parler. Un personnage mystérieux qui se cache derrière la victoire de Trump. Son nom, Robert Mercer.
Robert Mercer a 71 ans aujourd'hui. Il est le PDG d'un fonds d'investissement, Renaissance Technologies, dont il a gravi les échelons un à un depuis 1993. Carole Cadwalader enquête depuis un an sur cet ingénieur en informatique devenu milliardaire. Robert Mercer est un informaticien extrêmement brillant. Dans les années 1960, il a réalisé des travaux révolutionnaires chez IBM, dans le domaine du traitement automatique du langage naturel, qui est à la base de l'intelligence artificielle. Il a contribué au tout début de la discipline en travaillant sur la traduction automatique. La fonction de traduction de Google, qu'on utilise tout le temps, c'est l'une des applications de ses travaux. Robert Mercer est sans l'ombre d'un doute l'un des informaticiens les plus doués de sa génération. Au départ, c'était juste un salarié ordinaire d'IBM, issu de la classe moyenne. Puis, un fonds spéculatif, Renaissance Technologies, lui a fait une offre et il est parti travailler chez eux. Au début des années 90, Robert Mercer quitte donc IBM pour rejoindre un fonds d'investissement basé à New York, Renaissance Technologies. Chez eux, il va appliquer ses méthodes de calcul mathématique au cours de bourse des entreprises, afin de prévoir leurs variations. Chez Renaissance Technologies, il a été à l'origine du trading algorithmique, qui représente aujourd'hui une part considérable des échanges boursiers. Renaissance a discerné une technique, qui est encore un peu secrète, permettant de générer des profits sur un marché. Elle repose sur l'application à des données d'un modèle informatique avancé. Il suffit d'examiner la performance de contrats à terme ou d'actions en prenant soin de les traiter comme de simples séries de nombres. En appliquant ces méthodes mathématiques, Robert Mercer va bouleverser la façon d'investir chez Renaissance Technologies et en faire en 10 ans le fonds le plus rentable du monde. Chez Renaissance, il est devenu très riche, car le fonds dans lequel il avait lui-même investi réalisait des performances extraordinaires. Avec un taux de croissance de 30-35% par an, on s'enrichit très rapidement. Robert Mercer est donc devenu très riche. Il est également très secret. Il ne s'exprime quasiment jamais. Sébastien Malabaye est d'ailleurs le seul journaliste à l'avoir rencontré. C'était en 2008, à l'occasion de son livre consacré au hedge fund, Plus riche que Dieu. Je suis effectivement allé voir Robert Mercer au moment où je faisais des recherches sur l'histoire des fonds spéculatifs. J'ai été surpris par sa timidité. C'est ce qui m'a le plus frappé. C'était un homme réservé, qui avait le regard fuyant. Il a déclaré un jour qu'il serait très heureux s'il pouvait passer sa vie sans jamais parler à personne, et qu'il préférait la compagnie des chats à celle des êtres humains. C'est quelque chose qu'on observe chez les chercheurs en informatique. Ils sont parfois plus à l'aise avec les symboles abstraits qui s'affichent sur leurs écrans qu'avec les vrais gens. Tous ne sont pas comme ça, mais lui ici. Bob Mercer fuirait donc la compagnie des hommes et l'œil des médias. Même Google peine à nous fournir des photos de lui. Il en existe quelques-unes, toujours les mêmes. Et aussi une vidéo de mauvaise qualité, son seul discours public en 2014, lors d'une cérémonie en son honneur. I found out after I decided, sure, I'll accept this award, that I would have to make an oration on some topic or other for an hour. Now, which, by the way, is more than I typically talk in a month. Si, il y a une chose que Google veut bien nous montrer de Robert Mercer, c'est sa maison. Il vit reclus dans une somptueuse propriété à l'est de New York où il s'adonne à ses passions surprenantes. Il possède un train électrique d'une valeur de 3 millions de $, une flotte de yachts et dispose d'une des plus grandes collections d'armes à feu du pays. Et quand il le peut, il joue au poker à un niveau professionnel.
Je pense qu'il a deux grands atouts. D'abord, une intelligence supérieure, et sans doute la capacité de se souvenir des cartes qui ont été jouées. Ensuite, une faible émotivité. Il ne laisse rien transparaître. Ces qualités font de lui un bon joueur de poker. Devenu milliardaire, Robert Mercer aurait pu choisir de profiter tranquillement de sa nouvelle fortune. Seulement, l'ancien ingénieur a aussi des convictions politiques assez tranchées. Désormais, il entend bien promouvoir ses idées et même les faire appliquer. Mais pour cela, il faut faire modifier la loi. À l'époque, en 2010, impossible en effet de dépenser autant d'argent qu'on ne le souhaite en politique. La règle américaine est très stricte. Le financement des campagnes électorales est plafonné à 2 700 $ pour les citoyens et à 5 000 pour les entreprises. Pour changer cela, Robert Mercer va donc soutenir un recours devant la Cour suprême, et ce, aux grandes dames de Brendan Fisher, avocat pour le Campaign Legal Center, une ONG qui vérifie la légalité des élections. Pendant des années, les entreprises ne pouvaient pas faire de dépenses pour soutenir un candidat sans se concerter avec lui. Mais en 2010, avec l'arrêt Citizens United, la Cour suprême a mis fin à cette interdiction, vieille de 60 ans, faite aux entreprises et aux syndicats, de financer leur propre campagne indépendante de soutien à un candidat. C'est ce qui a contribué en partie à l'explosion actuelle des dépenses électorales. Les juges vont en fait considérer qu'interdire de financer la politique est une atteinte à la liberté d'expression. Dans son verdict, la Cour suprême considère que l'argent en politique, c'est la liberté d'expression. Vous pouvez donc investir autant que vous voulez, comme vous le voulez, et dans bien des cas, sans avoir à révéler qui vous êtes. Concrètement, cette décision de la Cour suprême change considérablement les choses. Les candidats peuvent désormais être soutenus par deux types de structures. D'un côté, la campagne officielle, qui organise les meetings, paye les publicités et tracts, et dont le financement reste limité. De l'autre, des comités de soutien qui peuvent récolter et dépenser de l'argent sans aucune limite. Robert Mercer a désormais les coudées franches. Tout à coup, les plus grosses dépenses électorales n'étaient plus celles engagées par les comités officiels de campagne des candidats. Les comités de soutien, financés par une poignée de milliardaires ou de multimillionnaires, sont devenus la force dominante des élections et de la politique américaine. Le système politique américain est complètement faussé par les groupes de pression qui déversent de l'argent dans les campagnes électorales. Ces groupes de pression ont toujours une idée derrière la tête. Si vous êtes une entreprise pétrolière, par exemple, et que vous voulez continuer à faire des forages, ou si vous êtes une entreprise polluante et que vous voulez être sûr de pouvoir continuer à polluer, vous allez entrer dans la campagne et soutenir les candidats qui partagent vos idées. Par exemple, ceux qui affirment que le changement climatique n'est pas lié aux activités humaines. Ces candidats vont relayer votre message publiquement afin de préserver leur financement. Robert Mercer dispose de sa propre structure de financement de la politique, la Mercer Family Foundation. À sa tête, il a placé sa fille, Rebecca. Mais quelles sont exactement les idées qu'il veut défendre? Difficile à dire, car Robert Mercer n'exprime jamais publiquement ses opinions. On ne saura jamais ce qui se passe dans sa tête. Alors, il faut regarder ce qu'il finance. Suivre l'argent, ça permet de se faire une idée. Faute de savoir ce que pense Robert Mercer, tâchons donc de savoir ce qu'il dépense. Pour cela, nous disposons de documents fiscaux dans lesquels sa fondation déclare à qui elle distribue de l'argent pour les années 2012 à 2015. Mercer finance de multiples instituts et lobbies réactionnaires. Parmi eux, Heritage Foundation, qui combat les impôts et les régulations économiques, 1,5 million de dollars. Le Media Research Center, qui lutte contre les biais gauchistes des médias, 12 millions de dollars. Le Government Accountability Institute, qui traque la corruption gouvernementale et publie des livres contre Hillary Clinton, près de 4 millions de dollars. Le Heartland Institute, qui défend les thèses climato-sceptiques, près de 3 millions de dollars.
À New York, il a même payé une publicité pour dénoncer la construction d'une mosquée aux abords de Ground Zero. En 2 ans à peine, Robert Mercer devient ainsi l'un des 10 milliardaires les plus influents en politique, selon le Washington Post. Notre système est complètement corrompu par les sommes d'argent que des groupes de pression déversent durant les campagnes électorales à tous les échelons. Seulement, le milliardaire a beau dépenser de l'argent pour soutenir ses causes, il fait face à une difficulté. Ses idées, jugées trop extrêmes, ne passent pas dans les médias. Pour les imposer, il va donc s'acheter son propre organe de presse. En 2011, le journal en ligne Breitbart News, positionné très à droite, est en grande difficulté financière. Bob Mercer sent l'opportunité. Il rachète Breitbart pour 10 millions de dollars. À sa tête, il place son homme de confiance, un homme de l'ombre que l'on retrouve à toutes les étapes de cette enquête. Un certain Steve Bannon. Steve Bannon, ancien trader chez Goldman Sachs, il devient producteur à Hollywood à la fin des années 90. Il veut fabriquer des films et des séries pour promouvoir ses idées politiques, des idées ultra-conservatrices. Bannon, c'est un admirateur de Leni Riefenstahl, la cinéaste du Troisième Reich. Son livre de chevet, c'est Le Camp des Saints, obscur roman raciste écrit par le français Jean Raspail, qui imagine qu'1 million de migrants débarquent dans le sud de la France. Lors d'une conférence, Bannon est présenté à Robert Mercer. C'est le coup de foudre politique entre les deux hommes. Très rapidement, Bannon devient l'éminence grise de Robert Mercer. Les deux hommes sont très proches. Et le fait qu'ils s'associent à quelqu'un comme Steve Bannon nous éclaire sans doute sur les opinions politiques de Robert Mercer. En quelques mois, Bannon va faire de Breitbart News une machine de guerre au service des idées réactionnaires. C'est très clair dans les publications de Breitbart depuis de longues années, ou avec quelqu'un comme Bannon qui le dit ouvertement. Leur but est de s'en prendre à nos institutions et d'essayer de défaire l'appareil gouvernemental des États-Unis afin d'imposer leurs idées. Il s'agit de transformer radicalement ce pays pour en faire un endroit complètement clivé, comme jamais depuis la guerre de sécession. On retrouve ces connexions partout, et l'objectif poursuivi est très clair. Essayer de prendre le pouvoir aux États-Unis et tout casser. Robert Mercer a donc construit un réseau d'influence politique et médiatique. Il ne lui manque plus qu'une chose pour promouvoir ses idées, un candidat. 2015, la campagne des primaires républicaines commence. Robert Mercer va jeter son dévolu sur Ted Cruz, le sénateur du Texas, figure de proue de la droite dure américaine. Mercer fonde un comité de soutien pro-Cruz, baptisé Keep the Promise. Il y injecte 13 millions de dollars, une somme colossale. Mais malgré tous ses efforts, Robert Mercer n'arrive pas à faire gagner son favori. Ted Cruz est battu par un personnage iconoclaste, investi par les républicains contre toute attente. Donald Trump. Qu'à cela ne tienne, puisque son poulain est hors jeu, Mercer va changer de cheval. Son comité pro-Cruz se transforme en comité pro-Trump. Son nom, Make America Number One, doté de 15 millions de dollars. Mais Mercer va aller encore plus loin. Il va faire un coup de force et prendre le contrôle de la campagne Trump. Juillet 2016. Un dîner se tient dans un grand hôtel de New York. Il réunit entre autres Rebecca, la fille de Robert Mercer, et Donald Trump en personne. Durant la soirée, Rebecca Mercer est très claire. La campagne de Trump est chaotique et peu professionnelle. S'il veut gagner, il doit tout changer. Elle lui offre une aide financière et médiatique. En contrepartie, elle impose au candidat républicain de remplacer son directeur de campagne par l'homme de confiance de la famille, Steve Bannon.
La présidente de Make America No. 1, Rebecca Mercer, dont la famille finance aussi un comité de soutien, a réussi à influencer la campagne de Trump en imposant Steve Bannon comme directeur de campagne. À l'issue de ce dîner, tout est joué. Steve Bannon devient directeur de la campagne de Donald Trump. Kellyanne Conway, qui dirigeait le comité de soutien des Mercer pour Cruz, devient numéro 2. David Bossie, un fidèle des Mercer, devient numéro 3. Robert Mercer a réussi son offensive. Ce trio qu'il a mis en place pilote désormais seul la stratégie du candidat républicain. Quand les Mercer décident d'apporter leur soutien à un candidat, ils s'attendent à ce qu'il soit à l'écoute de leurs besoins et qu'il oriente sa campagne dans un certain sens. Et si ce candidat est élu et qu'il entre en fonction, on peut raisonnablement imaginer que les Mercer voudront qu'il continue d'être en phase avec leurs attentes et leur vision politique. En faisant main basse sur la campagne Trump, Robert Mercer a réussi le coup parfait. Enfin, pas tout à fait. Il a quand même commis une erreur. Voici ce que nous avons découvert en analysant les comptes de campagne officiels de Donald Trump. Chacune de ces lignes correspond à une dépense. Or, pendant les 5 mois qu'il y a passé, aucune trace de rémunération pour Steve Bannon. En revanche, quand on épluche les paiements réalisés par le comité de soutien créé par Robert Mercer, un nom revient à de nombreuses reprises. Glittering Steel, une société de production vidéo. En tout, cette entreprise a reçu en 5 mois 300 000 $ du comité de soutien. Et qui est le patron de cette société? Steve Bannon, encore lui. Il aurait donc été rémunéré via Glittering Steel pour travailler pour la campagne officielle de Trump. Et ça, ce serait du financement illégal de campagne. C'est aussi la thèse du Campaign Legal Center qui a décidé de porter plainte. Make America No. 1 a réalisé des contributions cachées et excessives envers la campagne Trump, en rémunérant indirectement Steve Bannon pour des services personnels rendus à la campagne officielle. Steve Bannon risque une amende et surtout des poursuites du ministère de la Justice qui pourraient le mener derrière les barreaux. À aucun moment de la campagne électorale de 2016, Bannon n'a été rémunéré par l'équipe de Trump. Il n'y a aucune trace de paiement à Steve Bannon ou à une société qui lui serait liée. Mais sur cette même période, pendant laquelle Bannon travaillait pour la campagne Trump, le comité de soutien Make America No. 1 a déclaré plusieurs centaines de milliers de dollars de prestations payées à Glittering Steel. C'est une société de production audiovisuelle très proche de Steve Bannon. Certains observateurs parlent même de société écran. Nous pensons donc qu'il est possible que ce comité de soutien ait subventionné le travail effectué par Steve Bannon pour la campagne de Trump à travers des paiements détournés pour le compte de Glittering Steel. Cette société de conseil et de production est domiciliée à la même adresse en Californie que le propre cabinet de conseil de Steve Bannon. Cette adresse, vous la connaissez. Le 8383 Wilshire Boulevard à Los Angeles. L'immeuble qui héberge Breitbart News, et donc Glittering Steel. C'est ici que s'est jouée la part sombre de la campagne présidentielle de Donald Trump. Et peut-être même plus encore qu'on ne pourrait le croire. Car le fameux appartement numéro 1000 n'a pas livré tous ses secrets. Il abrite une autre société, la filiale d'une firme anglaise aux méthodes mystérieuses, et qui a permis de manipuler l'opinion américaine. There will be no lies. We will honor the American people with the truth and nothing else. Retour à Londres. Car c'est bien sur les bords de la Tamise qu'une partie de la dernière élection présidentielle américaine s'est jouée.
en plein cœur de la capitale britannique, le siège d'une firme inconnue du grand public, SCL Group, pour Strategic Communication Laboratories. Dans ces bureaux, des scientifiques compilent et analysent des milliards d'informations sur les individus afin de mieux les comprendre. Leur objectif ? Déterminer ce qui motive les comportements humains, tout ça pour les influencer. Strategic Communication Laboratories, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 25 ans. Ils ont plusieurs branches, donc une branche militaire, une branche commerciale, donc pour des publicités classiques, une branche élection, une branche analytics. Ce qu'ils font, c'est vraiment de la psychologie. Donc ils essayent d'utiliser la psychologie pour influencer les gens. Ils sont spécialisés en OPPSY, un terme tiré du jargon militaire qui désigne les opérations psychologiques. C'est une discipline à part entière, enseignée dans le supérieur et qui a différentes applications. En effet, sur son site, la firme laisse peu de place au doute quant aux services qu'elle propose. La planification et l'évaluation de l'influence comportementale est idéale pour nos clients qui désirent utiliser l'influence pour régler un problème. Parmi ses clients, l'OTAN, le ministère de la Défense britannique, la NSA ou le département d'État américain. Pour eux, SCL a par exemple aidé à identifier les leaders d'opinion en Afghanistan afin de faciliter l'intervention américaine. Autre cas, SCL a organisé la communication autour d'une campagne de vaccination au Ghana. Mais l'entreprise peut aller beaucoup plus loin. Derrière cette façade se cachent d'autres pratiques. C'est une façon de pousser les gens, c'est le mot, pour qu'ils agissent dans leur propre intérêt. Mais cela peut aussi servir à les manipuler à leur insu. La technique peut être utilisée par des régimes autoritaires. C'est déjà arrivé. Derrière ces formules alambiquées, SCL propose clairement des services de manipulation de l'opinion. L'entreprise se vante par exemple d'avoir organisé des manifestations au Nigeria en 2007 pour peser sur les élections. SCL est également intervenu lors d'un scrutin sur l'île de Saint-Vincent aux Caraïbes, d'une façon assez surprenante. SCL Élections a aidé par exemple un candidat à se faire élire en engageant des gens pour aller mettre des graffitis sur les murs et créer un problème avec la jeunesse dans ce pays parce que leur candidat était prêt avec une réponse à ce problème. Donc ils ont vraiment créé un problème de toutes parts pour après le résoudre. Bref, SCL met en place des stratégies d'influence ultra ciblées. Et avec l'avènement du web, grâce aux milliards d'informations qui circulent, ton business va prendre une nouvelle ampleur. Et soudain, vers 2012, ils ont découvert les données numériques et tout ce qu'on pouvait faire avec. Pour se positionner sur ce nouveau marché, SCL Group va donc créer une nouvelle filiale aux États-Unis, dénommée Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ne cache pas du tout qu'ils participent à des élections dans une multitude de pays, qui sont extrêmement actifs, qui utilisent des techniques extrêmement douteuses. Ils se vantent de faire du profilage psychologique, ce qui est d'une légalité douteuse depuis l'Europe. Pour créer Cambridge Analytica, SCL va s'associer à un milliardaire américain. Pas n'importe lequel. Un mathématicien spécialiste des données informatiques, Robert Mercer. À la vice-présidence de la firme, on retrouve son proche parmi les proches, Steve Bannon. D'emblée, l'objectif est clair. Il s'agit purement et simplement de révolutionner la façon de mener une campagne électorale. Malgré nos multiples demandes d'interview, Cambridge Analytica a toujours refusé de nous recevoir. Alors pour comprendre exactement ce qu'ils font, nous avons fait une chose très simple. Nous avons regardé leurs films de publicité. Political campaigns have changed. They're no longer about running the most TV spots, sending out the most direct mail, or spending the most money. They're about who spends the smartest money. In today's political world, where campaigns are getting more expensive and elections are won by small but crucial numbers of votes,
Putting the right message in front of the right person at the right moment is more important than ever. This is where Cambridge Analytica and our revolutionary data modeling techniques can help. Dit comme cela, ça paraît très simple de gagner une élection. La réalité est plus complexe et surtout beaucoup plus obscure que Cambridge Analytica ne veut bien le dire. Car dès son installation aux États-Unis, la firme se lance dans une opération inédite. Compiler des millions de données sur la population américaine à son insu. Voici comment. Imaginons que dans cette voiture se trouve Monsieur X. Sans qu'il s'en rende compte et comme tout individu, il laisse traîner sur Internet des milliers d'informations personnelles. Son adresse, son âge, ses revenus, ses hobbies, ses achats, mais aussi sa religion, ou s'il possède ou non une arme à feu. Toutes ces données, Cambridge Analytica va les racheter aux sociétés de crédit, aux banques, à la sécurité sociale, mais aussi aux géants du web comme Facebook, Google ou Twitter. C'est légal, mais personne ne s'en vante. En tout, elle dispose ainsi de 4 à 5 000 informations pour chacun des 230 millions d'adultes vivant aux États-Unis. C'est énorme. Et pour savoir ce qu'elle va en faire, il suffit de regarder la suite de sa publicité. Traditional political campaigns use geography and demographics like age and gender to break down voters into target groups. This can work up to a point, but it misses the important personal details that really drive voter behavior. We combine geographic and demographic information with up to 5,000 data points of national, political, consumer, and lifestyle behavior for every voter in the United States. Then we add a unique extra layer of data about personality, decision-making, and motivation. This creates an unparalleled, rich, and detailed view of voters and the issues they care about, so you know exactly who to target with exactly what type of message. We call this behavioral micro-targeting. Our team of data scientists, psychologists, and campaign experts can show you which individual voters you need to win over in order to secure victory. Non, nous ne sommes pas dans un film d'anticipation. L'idée est bien de faire passer des tests psychologiques aux gens et de croiser les résultats avec les informations que l'on a sur eux. On peut savoir ce qui les motive et ainsi influencer leur vote. Cette technique existe bel et bien. L'un de ses inventeurs enseigne la psychométrie à l'université de Stanford en Californie. Il s'appelle Michal Kosinski. La psychométrie, littéralement, c'est la science des mesures psychologiques. Au lieu d'utiliser un questionnaire pour connaître vos pensées, vos sentiments, vos expériences et vos comportements passés, par exemple, avez-vous le sens de l'organisation ? Il est possible d'examiner votre empreinte numérique pour constater si vous êtes oui ou non quelqu'un de bien organisé dans la vraie vie. Ces tests qui permettent de déterminer les traits psychologiques des individus s'appellent des tests Océan. Ils mesurent les personnalités selon 5 critères. L'ouverture, la conscience, l'extraversion, l'amabilité et la névrose. Concrètement, cela se passe via des questionnaires a priori anodins que l'on peut compléter sur certains sites comme ceux-ci. Quel super-héros êtes-vous ? Quel personnage du Magicien d'Oz êtes-vous ? Quel film êtes-vous ? Michal Kosinski a créé en 2008 le plus célèbre de ces tests sur Facebook, baptisé My Personality, un questionnaire pour en savoir plus sur soi-même. L'appli a connu un grand succès. Plus de 6 millions de personnes ont répondu à notre questionnaire, dont un grand nombre nous ont donné accès aux informations de leur profil Facebook. Et à partir de ces informations, vous pouvez utiliser des algorithmes pour définir des profils psychologiques très précis et détaillés. Du coup, Michal Kosinski dispose de la plus grande base de données psychométriques au monde. Une base qu'il peut croiser à loisir avec les profils Facebook des 6 millions de personnes qui ont répondu. De quoi en savoir long sur vous. En gros,
Il est possible d'analyser vos likes sur Facebook pour déterminer de façon précise quelles sont vos opinions politiques, vos convictions religieuses, votre personnalité, votre intelligence, votre degré de satisfaction, votre orientation sexuelle ou le fait que vos parents soient divorcés ou pas. On me demande souvent quelle est la précision de ces algorithmes pour prédire nos traits les plus intimes. Le meilleur exemple, je pense, vient d'une étude récente dans laquelle nous avons comparé notre algorithme avec des prévisions humaines sur les participants à l'étude. Nous avons demandé à leurs amis et aux membres de leur famille de remplir un questionnaire de personnalité sur eux. En parallèle, nous avons fourni à l'algorithme des séries de likes sur Facebook et nous lui avons soumis le même questionnaire. Le but était de voir s'il est possible de prédire la personnalité de quelqu'un à partir de ces likes. Et les résultats de cette expérience sont hallucinants. En étudiant 10 de vos likes sur Facebook, l'algorithme vous connaît mieux que vos collègues. Avec 100 likes étudiés, il vous connaît mieux que votre famille. Et avec 230 likes, il vous connaît mieux que votre conjoint. Quand on sait le nombre de traces qu'on laisse tous les jours en allant sur Internet ou en jouant sur son téléphone, on comprend facilement que les ordinateurs sont capables de mieux nous connaître que nos proches. C'est exactement cette méthode que Cambridge Analytica va appliquer pour tout savoir ou presque de l'électorat américain. C'est ce qu'a révélé en mars 2018 Christopher Wylie. En 2014, la firme fait elle aussi passer sur Facebook un test de personnalité à 300 000 personnes qui sont d'accord et même payées pour le faire. Là où tout dérape, c'est que la société en profite pour aspirer les profils des amis de ceux qui passent ce test, comme la plateforme le permet. Imaginez qu'un de vos proches sur Facebook réponde au questionnaire et vous voilà enregistré à votre insu dans la base de données de Cambridge Analytica. Voilà donc comment la société anglaise a récupéré 87 millions de profils. Alors tout cela, est-ce simplement de la théorie? Est-ce que les profils politiques et psychologiques des électeurs élaborés par Cambridge Analytica correspondent bien à la réalité? Eh bien oui, un homme a la réponse. Il s'appelle David Carroll. Il est professeur d'université à New York. Il a bataillé des mois pour récupérer les données que Cambridge Analytica possède sur lui. Et il a été sidéré par ce qu'il a découvert. Voici le tableau Excel qu'ils m'ont envoyé. Il y a 3 onglets, données fondamentales, rapports d'élection et modèles. D'un côté, des dizaines d'informations le concernant glanées sur le web par la firme. Là, il y a tout sur mon activité en tant qu'électeur. Des choses qui, normalement, devraient apparaître dans le dossier de ma carte d'électeur. Et tout est correct. Il y a la date de mon inscription sur les listes électorales, ma date de naissance, mon adresse avec le code postal, le numéro de la rue, etc. Mais aussi mes données de recensement et tous les différents scrutins. Élections au Congrès fédéral, au Sénat de l'État, à la Chambre des députés de l'État, élections locales, et ensuite on a les données consommateurs, comme les données marché, les données FIPS, encore une nomenclature pour les électeurs et consommateurs. De l'autre, l'interprétation psychométrique de sa personnalité. C'est comme ça qu'ils arrivent à affiner leur analyse et à cibler. Le modèle, c'est mon profil. On voit qu'il y a différentes thématiques, classées par ordre d'importance. Là, c'est mon affiliation politique, officielle et supposée. On voit clairement qui était dans leur ligne de mire. Je ne suis pas désigné comme démocrate ou républicain, mais juste comme sans doute pas républicain. On voit aussi à travers les thèmes que le modèle vise à trouver des électeurs conservateurs, et en particulier des électeurs qui seraient au départ identifiés comme démocrates, alors qu'ils vont en fait voter républicains. Être capable d'analyser ces données jusqu'au niveau du code postal et de chaque circonscription, cela permet un géociblage extrêmement précis. Et c'est comme ça qu'on peut jouer très finement sur les élections aux États-Unis. Je pense que si les Américains savaient que ça se passe comme ça, avec l'implication de sociétés situées à l'étranger, ils seraient scandalisés. Financé par Robert Mercer et dirigé par Steve Bannon, Cambridge Analytica propose tout naturellement ses services au candidat Donald Trump.
Pendant plusieurs mois, celui-ci refuse cette offre, mais un événement inattendu de l'autre côté de l'Atlantique va le faire changer d'avis. Total number of votes cast in favour of leave was 82,000. Le 23 juin 2016, au Royaume-Uni, coup de tonnerre. Les Britanniques choisissent par référendum de quitter l'Union européenne. Personne ne s'y attendait. Le camp du Brexit a mené une campagne très offensive sur Internet. Et grâce à qui? Cambridge Analytica. Carol Cadwalader a rencontré Andrew Wigmore, le directeur de la communication du Brexit, pour lui demander quels étaient leurs liens avec la firme psychométrique. J'ai pris un café avec Andy Wigmore et c'est lui qui m'a appris que Nigel Farage, le leader du parti UKIP, était en très bons termes avec Robert Mercer et sa famille. Je me suis dit, tiens donc, c'est très intéressant, car à l'époque, personne n'était au courant. Andy Wigmore m'a expliqué que c'était les Mercer qui avaient présenté la société Cambridge Analytica au camp du Brexit et qui leur avaient suggéré de faire appel à ses services. Il m'a dit, vous savez, on fait tous partie d'une seule et même famille. Politiquement, on a les mêmes objectifs. Alors c'était comme un coup de main entre amis. Et du coup, on n'a même pas eu à payer Cambridge Analytica. Ça leur faisait plaisir de nous rendre service. À la fin du mois de juin 2016, la collaboration entre Trump et Cambridge Analytica est actée. Le 29 juillet, un premier paiement est envoyé à l'entreprise anglaise. On en retrouve la trace dans les comptes de campagne. En tout, et en 4 fois, ce sont près de 6 millions de dollars qui seront versés à Cambridge Analytica entre juillet et octobre 2016. Dans le même temps, le comité de soutien à Donald Trump, financé par Robert Mercer, va lui aussi verser 5 millions à Cambridge Analytica. En définitive, la firme anglaise touchera donc 11 millions de dollars pour s'occuper de la campagne Trump. À partir du mois d'août 2016, la machine à gagner les élections de Robert Mercer tourne à plein régime pour le candidat républicain. Reste à trouver la stratégie pour bien l'utiliser dans le cadre de la campagne américaine. Il est certain que le camp Trump et Cambridge Analytica ont mieux su voir dans l'électorat que le camp Clinton et les médias. Grâce à la connaissance de l'électorat de Cambridge Analytica, les conseillers de Trump vont imaginer une tactique très ciblée liée à la particularité du mode de scrutin. Aux États-Unis, le président n'est en effet pas élu directement par le peuple, mais par de grands électeurs, désignés dans chacun des 50 États. Tous les États n'ont pas le même nombre de grands électeurs. Il est donc plus important de remporter certains États que d'autres. Le camp Trump pressentait qu'il ne gagnerait pas le scrutin au niveau national. Alors ces stratèges ont décidé de se concentrer sur des États clés. Comment fait-on pour gagner quand même alors que l'on sait que l'on va perdre au nombre de voix au niveau national? Eh bien, on fait main basse sur les grands électeurs. Et pour ce faire, on identifie les endroits à cibler pour faire basculer un nombre finalement limité de personnes. Trump a fait campagne à des endroits où les gens se disaient « Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ce n'est pas là qu'il faut aller. » Et pourtant, il y allait. La stratégie a consisté à cibler des États traditionnellement ancrés dans le camp démocrate, comme le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. 3 États que M. Trump a finalement remportés en novembre. Voilà la stratégie que propose Cambridge Analytica. Non pas tenter de convaincre des millions d'Américains sur tout le territoire de voter Trump, mais plutôt cibler uniquement les quelques dizaines de milliers d'électeurs dont la firme sait, grâce à ses analyses, qu'ils sont chancelants. Robert Mercer est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Vous savez, ce qu'il fait, c'est du trading algorithmique. Tout consiste à trouver cette minuscule avance, cette toute petite longueur d'avance sur vos concurrents, puis à en tirer parti pour faire toute la différence. Et c'est ce qui vous permet de réaliser des profits monstrueux.
Pour moi, toute l'idée d'utiliser les données et le potentiel de manipulation qu'offre une plateforme comme Facebook, c'est que cela peut suffire à vous conférer cette longueur d'avance. Vous n'avez plus ensuite qu'à l'exploiter à travers des fake news et toutes les autres techniques et stratégies. Voilà comment les scientifiques de Cambridge Analytica procèdent. Grâce à toutes les informations dont ils disposent sur l'électorat, ils ont défini 32 types de personnalités réparties sur l'ensemble du territoire. Ils vont envoyer des milliers de messages individualisés, en ciblant les personnes jugées les plus névrosées ou inquiètes, et donc les plus susceptibles d'être sensibles aux messages anxiogènes de Donald Trump. La firme en a repéré beaucoup dans 3 États, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. 3 États qu'elle estime pouvoir faire basculer en faveur de Trump. Dans un communiqué de presse, Cambridge Analytica explique d'ailleurs ouvertement sa stratégie. Quand dans les dernières semaines de scrutin, les scientifiques de la firme ont recalculé l'abstention potentielle et du coup recalibré leur modèle pour montrer comment Donald Trump pouvait l'emporter, le candidat républicain s'est rendu plusieurs fois dans les États du Michigan et du Wisconsin. Reste une question sur laquelle la firme anglaise ne s'étend pas. Comment a-t-elle fait pour justement toucher ces fameux électeurs très ciblés? Eh bien, elle l'a fait à leur insu, en utilisant une fonctionnalité méconnue du réseau Facebook, le Dark Post. L'idée, c'est qu'une entreprise ou une page Facebook peut sortir un message pour une population déterminée et que ce message soit seulement visible pour cette population-là. Le message ne va pas apparaître sur la page. Donc, dans un contexte électoral, ça veut dire que des candidats peuvent parler à des individus sur Facebook avec des messages potentiellement négatifs contre l'autre candidat, mais que les journalistes, par exemple, ne sauraient pas que ça se fait, parce que ces messages ne vont pas apparaître de manière publique. Le Dark Post est donc un message hyper personnalisé, qui n'est visible que par la personne à laquelle il est destiné. Concrètement, comment ça se passe? Reprenons Monsieur X. Grâce à Cambridge Analytica, la campagne de Trump sait qu'il est favorable au port des armes à feu. Du coup, elle va imaginer un message juste pour lui. Sais-tu qu'Hillary Clinton veut te piquer ton flingue? Et ce message, il va le recevoir dans son fil d'actualité Facebook, à un horaire précis, défini par ses habitudes et ses empreintes numériques. Personne d'autre que lui n'aura de traces de cette publicité ciblée, qui va disparaître quelques heures après qu'il l'aura vue. Ça ne laisse aucune trace. Il n'y a aucun moyen de vérifier. On ne sait pas qui a vu quoi. Une démocratie qui se déroule dans l'ombre, ce n'est pas une démocratie. Si vous voulez avoir un débat politique, il faut qu'il ait lieu au grand jour, qu'on sache qui dit quoi et à qui. Et non pas qu'on puisse cibler les gens en douce et leur balancer je ne sais quoi sur leur téléphone ou leur ordinateur. Ils peuvent avoir raconté n'importe quoi, on ne le saura jamais. Les messages ont disparu. En fait, non. Ils sont sur les serveurs de la société Facebook. Mais elle refuse de fournir l'information. Cette offensive numérique sur la campagne s'est concentrée sur les dernières semaines. Et le 8 novembre 2016, contre toute attente, le Wisconsin bascule pour 23 000 voix en faveur de Trump. Le Michigan pour 11 000 et la Pennsylvanie pour 43 000. En tout, ce sont donc 77 000 suffrages dans ces 3 États clés qui donnent la victoire à Trump, alors qu'il a 3 millions de voix de retard sur l'ensemble du territoire. La stratégie Cambridge Analytica a porté ses fruits. Si on regarde les États qui ont le plus compté, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, le groupe des indécis qui ont basculé en faveur de Trump au cours de la dernière semaine l'a fait avec un écart beaucoup plus marqué. L'avance de Trump sur Clinton était de 10 points, voire de 17 points, je crois, et même dans un cas précis, de plus de 20 points parmi les gens qui se sont décidés dans la dernière semaine. On voit qu'environ 70 000 électeurs ont fait pencher la balance pour tous les autres.
du fait qu'ils étaient inscrits dans des circonscriptions qui se sont avérées décisives. Je trouve qu'en fin de compte, cela montre aussi la vulnérabilité de notre système de collège électoral. Si des logiciels et des données permettent de localiser facilement les électeurs les plus décisifs, au final, cela revient en pratique à affaiblir le vote de tous les autres. La politique et la démocratie, ce sont les nouveaux domaines déstabilisés par la technologie. On savait déjà que la technologie avait perturbé la presse écrite, le journalisme, la musique. Il ne manquait plus que la politique. On n'arrête pas de parler du pouvoir disruptif, perturbateur de la technologie. On cherche toujours de nouvelles technologies disruptives. Et moi, je me suis dit, mais là, ce qu'on déstabilise, c'est la politique. Et pas juste la politique, mais la démocratie. Et le grand perturbateur, c'est Donald Trump. L'élection de Donald Trump ne s'est pas jouée à la loyale. Jamais un candidat à la présidence n'avait autant usé du mensonge et de la dissimulation. Et ceux qui l'ont soutenu dans l'ombre sont aujourd'hui payés de retour. Tous les proches de Robert Mercer, sa fille Rebecca, Steve Bannon, Kellyanne Conway ou encore David Bossie. Ils ont tous rejoint la garde rapprochée du nouveau président. La responsabilité de Cambridge Analytica est désormais clairement engagée. La firme a fait faillite à la suite de la révélation du scandale. Cela ne l'empêchera pas de répondre à la justice en Angleterre et aux États-Unis. Mais au-delà, une autre multinationale est sous le feu des projecteurs. Facebook. En avril 2018, Mark Zuckerberg, le fondateur, a dû troquer son éternel t-shirt pour un costume cravate et passer plusieurs heures à répondre aux membres du Congrès des États-Unis et du Parlement européen. C'est certain. L'élection controversée de Donald Trump a conduit d'une manière foudroyante à s'interroger sur l'utilisation des données personnelles en politique.